La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Objectif 2050 explore les innovations au service de l'environnement et du monde de demain. Une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF, acteur majeur de la transition énergétique. Dans cet épisode, on prend la direction des étoiles pour s'intéresser aux innovations spatiales. L'espace contribue énormément à ce qu'on peut appeler surveillance de la planète. Plus de la moitié des variables essentielles du climat qui ne peuvent être mesurées que depuis l'espace. Avec le lancement réussi d'Ariane 6 début juillet 2024, les innovations européennes liées à l'espace bénéficient d'un nouveau souffle. Mais quel peut être exactement l'apport de l'espace à la question environnementale ? Frédéric Adragna, responsable du programme Connect by SNES, chargé des relations entre les entreprises et le Centre national d'études spatiales. Le fait de prendre de la hauteur fait qu'on voit la déforestation, la fonte des glaciers, la montée des eaux, l'érosion du littoral. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui ne peuvent se voir que globalement. Donc là, le spatial contribue énormément. Il y a un autre apport du spatial, c'est qu'on a une vision dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut voir comment c'était il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Donc si on parle de la montée des eaux, si on parle de la déforestation, c'est bien de voir l'évolution temporelle. Et puis le troisième aspect, c'est que le spatial, c'est un peu la preuve par l'espace. Je vous parlais tout à l'heure d'entreprises qui travaillent sur la captation du carbone par les plantes. Donc il faut mesurer la biomasse, il faut l'acter si vous voulez, la tamponner, et parce que ça génère derrière des taxes carbone ou des crédits carbone. Et donc ça, le fait de le voir depuis l'espace, c'est juste tout le monde le voit, c'est avec du programme Copernicus, donc c'est un programme complètement ouvert, des images gratuites, tout le monde peut le voir, donc c'est un peu la preuve par l'espace, si vous voulez. Donc en fait, depuis l'espace, aujourd'hui, on surveille véritablement, de manière très fine, l'état de la planète et son évolution. Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le spatial permet depuis déjà très très longtemps d'accompagner l'agriculture. On parle même d'agriculture de précision. Ça permet de mesurer le stress hydrique, l'activité des plantes. Donc la vigueur des plantes se mesure très bien depuis l'espace, alors plus ou moins à grande échelle. Et donc ça permet déjà de moduler les intrants, donc les engrais, ou d'arroser au plus juste besoin, voire de faire des prédictions des récoltes. Donc ça existe déjà depuis longtemps. Et ce qui est nouveau, effectivement, c'est le carbone, puisque les plantes, les forêts, l'agriculture en général, donc captent du carbone par la croissance des plantes, donc la biomasse qui se mesure bien depuis l'espace. Et donc voilà, pour gérer les crédits carbone et les taxes carbone, le fait d'avoir des solutions spatiales et le fait de voir des images très régulièrement fait qu'on mesure parfaitement la croissance des plantes, la création de biomasse, donc la captation du carbone. Exemple d'application très concrète de ces technologies, le programme Copernicus, un programme européen qui apporte aujourd'hui quantité de renseignements sur l'évolution de la planète. Copernicus, c'est un programme d'observation de la Terre, j'allais dire sous toutes ses coutures, avec de l'imagerie optique, de l'imagerie radar, de l'altimétrie, des sondeurs atmosphériques, enfin toute une batterie de satellites, plus des satellites scientifiques qui viennent s'ajouter, plus des données in situ. Par exemple, pour le maritime, par exemple, il y a des bouées dérivantes dans les océans dont on prend les informations. Tout ça, c'est combiné dans des modèles et ça génère des services, des produits à valeur ajoutée. Et cet immense programme d'observation de la Terre avec 6 services, atmosphère, maritime, occupation du sol, etc., tout est gratuit. C'est juste incroyable. Et donc, en optique, par exemple, il y a des satellites optiques, et les produits aussi, les produits générés, que ce soit sur l'océan, sur l'atmosphère, etc., tout est gratuit, en hydrologie, etc. Donc, c'est vraiment un programme extraordinaire, assez peu connu. Et donc, on a une image optique toutes les semaines, on a une image radar toutes les semaines, quel que soit l'endroit sur Terre. Et donc, c'est vraiment un programme formidable, très ambitieux. C'est franchement, je suis un peu dans le domaine depuis quelques temps, c'est le programme le plus ambitieux d'observation de la Terre qui existe et assez peu connu. À la radio, des fois, on dit oui, l'observatoire Copernicus a mesuré les océans, je sais pas quoi, la pollution, et voilà, on commence à en parler comme ça. On parle plus de la NASA, c'est bien. Alors la NASA le fait aussi, mais voilà, je pense que le programme Copernicus est bien plus ambitieux que ce que fait la NASA, et c'est bien qu'on dise l'observatoire Copernicus observe, je ne sais pas, la tendance à monter des eaux ou autre. Ça se présente comment ? C'est quel type d'équipement, quel type de satellite ? C'est gros, c'est petit ? Ça fait appel à quelle technologie ? Alors, ce sont des satellites, là on parle essentiellement de satellites d'imagerie spatiale, on appelle ça de l'observation de la Terre, soit en image optique, soit en image radar. Et donc, ce programme Copernicus a des satellites qui s'appellent les Sentinelles. Donc,
Donc, Sentinel-1, c'est de l'imagerie radar, donc qui marche de jour et de nuit à travers les nuages, mais c'est une image radar, donc c'est un peu comme une radiographie, si vous voulez, des poumons, donc c'est pas hyper esthétique, mais par contre ça apporte beaucoup d'informations. Et puis il y a des satellites Sentinel-2, donc c'est un satellite optique, donc à 10 mètres de résolution, 14 bandes spectrales, et alors c'est gratuit, encore une fois, alors c'est pas la super résolution qu'on peut avoir avec un Pléiade à 70 cm ou un Pléiade Néo à 30 cm, mais le fait qu'on passe toutes les semaines et qu'on revisite tous les endroits de la Terre régulièrement, ça apporte énormément d'informations extrêmement riches. Et donc voilà, on a donc une pile d'images optiques que l'on vient traiter avec des algorithmes de détection automatique, évidemment, d'interprétation. Et le fait d'avoir cette série temporelle d'images apporte effectivement beaucoup d'informations extrêmement pertinentes. Encore une fois, avec à la fois la géolocalisation, enfin l'image, et puis le temps, quoi, donc c'est-à-dire une information temporelle, l'évolution. Et ce sont à chaque fois des images fixes, ce ne sont pas des vidéos. Non, ce ne sont pas des vidéos. Alors, il existe certains systèmes satellitaires, a priori haute résolution, plutôt pour les applications un peu défense, qui font une petite vidéo, c'est-à-dire que ça dure quelques secondes, si vous voulez, et ça permet de mesurer certaines activités très particulières. Mais quand on voit James Bond à la télé qui est suivi par un satellite, il est en train de courir et puis on passe à l'intérieur, donc il passe en radar et tout, donc ça c'est pas possible. Soit c'est un satellite géostationnaire à 36 000 km d'altitude et il voit pas un bonhomme qui court, soit c'est un satellite qui défile à 7500 mètres secondes et vous voyez qu'il peut pas rester très longtemps au-dessus des mêmes points. Donc oui, il existe des satellites qui font des très courtes vidéos et ça peut être extrêmement utile, notamment pour mesurer la vitesse de certains objets, mais non, là on parle pas de ça. Depuis quelques années, l'espace n'est plus seulement la chasse gardée des États. De plus en plus d'entreprises privées, petites ou grosses, s'intéressent à ce nouveau territoire. C'est ce qu'on appelle le New Space. Le New Space, en fait, correspond à une nouvelle ère dans laquelle le spatial est entré, qui correspond aussi à une ouverture du spatial. Donc historiquement, le spatial, c'était quand même une affaire d'État, une affaire d'agence spatiale, c'était très souverain. L'ADN d'ailleurs du spatial, c'est la science et la défense, donc voilà, on voit des domaines très très souverains. Et depuis quelques années, on constate une ouverture du spatial, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu une appropriation des solutions spatiales pour proposer des services, et maintenant même des services marchands, et puis petit à petit même des acteurs privés qui sont arrivés dans le domaine du spatial pour proposer, alors évidemment l'exemple que tout le monde connaît c'est Elon Musk, mais il y en a bien d'autres, et en France par exemple il y a une dizaine de startups qui proposent des micro-lanceurs, qui se lancent à faire des micro-lanceurs et qui espèrent bien atteindre un marché sur ce secteur-là. Donc c'est ça le New Space. Évidemment c'est rendu possible grâce au fait qu'il y a une forte réduction des coûts, déjà une diminution de toute l'électronique, etc., de la réduction des coûts. L'intelligence, la puissance de calcul dans le cloud aussi a permis une meilleure exploitation des images, par exemple, et donc ça développe les usages en aval, et qui dit développement des usages en aval, dit développement des marchés, et s'il y a des marchés, il peut y avoir des acteurs privés qui se positionnent sur ces marchés. Oui, on peut dire que c'est une sorte de privatisation de l'espace. Alors, sans aller jusque-là, parce que pour l'instant, ça reste quand même très, très souverain et étatique, le spatial, c'est encore alimenté à plus de 90% par de l'argent public. Mais oui, en tout cas, il y a une ouverture, et puis il n'y a aucune raison de se priver de ces nouveaux acteurs qui ont plein d'idées, des façons d'innover différentes. Le spatial, en fait, gagne en fait en richesse, en biodiversité, on pourrait dire, en accueillant des nouveaux acteurs privés, effectivement, et des nouveaux financeurs. Des fois, ça aide bien. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quand même très, très contrôlé par les agences, par les États. Ça reste quand même un domaine toujours très souverain. Le phénomène du New Space favorise le développement de nouvelles technologies émanant d'entreprises privées au service de l'environnement. Alors, il y a des choses assez étonnantes. Alors, pour l'environnement, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Murmuration qui développe des indicateurs de qualité de l'environnement. C'est tout un panel de paramètres, d'indicateurs sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'érosion des côtes, la surpopulation, etc. Et à qui s'adresse cette start-up? C'est souvent à des acteurs du tourisme, par exemple des chaînes hôtelières. Et donc, ces chaînes hôtelières qui veulent avoir un label de tourisme éco-responsable ou durable. Mais comment elles font pour mesurer que leur activité donc, de tourisme n'a pas d'impact sur leur environnement? Eh bien, encore une fois, c'est l'espace qui apporte la réponse, puisqu'on peut savoir comment c'était il y a 5 ans, il y a 2 ans, comment c'est maintenant, ça évolue. Et donc, on voit, on est capable de montrer que l'activité hôtelière en question n'a pas d'impact sur l'environnement, ou inversement, même que l'environnement est restauré, si c'est le cas. Donc voilà, typiquement, une entreprise qui utilise du spatial pour prouver, pour mesurer
l'impact d'une activité. Vous travaillez donc avec des startups, mais ça intéresse également les grands groupes, vos travaux. Absolument, ça fait partie aussi du new space, donc des grands groupes se disent mais tiens, mais il y a de plus en plus de solutions spatiales et moi qui suis un grand groupe international, j'aimerais bien en tirer des bénéfices. Et donc ils utilisent déjà pas mal de solutions spatiales, parfois sans le savoir, mais ils veulent bien connaître toutes les solutions actuelles et pour être sûr d'utiliser toutes ces solutions qui sont pertinentes pour eux, voire ils peuvent se dire mais pour répondre à mes besoins très spécifiques, si je dois lancer une constellation de 5, 6, 8 nanosatellites, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, ça ne coûte pas si cher, ça ne coûte plus si cher que ça. Et s'il faut que je lance une constellation d'une dizaine de satellites pour répondre à mes propres besoins, eh bien, je peux le faire. Ça peut être le cas d'un énergéticien qui dit bah tiens, je veux mesurer la composition de l'atmosphère ou prévoir l'ensoleillement ou voilà, ça peut être plein de choses. Donc, il y a des satellites qui existent, qui font déjà très bien leur fonction. Il y a des constellations qui vont arriver, donc ils ont besoin de connaître ces nouvelles constellations et s'y préparer, voir si ça ne répond pas à leurs besoins, eh bien, ils peuvent tout à fait envisager de lancer leur propre constellation. C'est le cas de certains gros industriels qu'on connaît. On peut imaginer que demain, tous les grands groupes industriels mondiaux, européens, français, auront leur constellation ou accès à des constellations qui viendront leur offrir et leur fournir de la data supplémentaire. Oui, je pense plutôt le deuxième point que vous avez signalé, c'est-à-dire que chacun ait sa propre constellation très très dédiée, ça m'étonnerait parce que ça finirait par encombrer l'espace et puis coûter un petit peu cher. Par contre, d'avoir des constellations partagées pour répondre à des besoins spécifiques qui ne sont pas encore envisagés par les agences spatiales et qui n'ont pas envoyé les constellations pour répondre à ses propres besoins, à ces besoins-là, oui, ça je pense que c'est tout à fait envisageable. Bon, il reste une question quand même qu'on se pose parfois, c'est celle de l'occupation de l'espace, voire des débris spatiaux avec des effets secondaires inattendus parfois, comme par exemple avec la constellation Starlink d'Elon Musk. Alors, la constellation de Starlink est un cas particulier. Je le mets vraiment à part, parce que toutes les autres constellations qu'on envisage, c'est quelques unités ou quelques dizaines de satellites. Franchement, il y a encore beaucoup de place et c'est tout à fait envisageable. La constellation Starlink, c'est quelques dizaines de milliers de satellites. On parle de 42 000 satellites. Ils sont pas tous, mais presque tous à la même orbite. Et là, ça pose vraiment des risques de débris spatiaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Si deux satellites se rentrent dedans, donc ça fait des débris qui eux-mêmes vont heurter d'autres satellites, ça fait une réaction en chaîne. Et là, il y a un vrai risque. Donc on croise les doigts et on espère que Elon Musk sait ce qu'il fait, parce qu'effectivement, quand on a une constellation avec autant de satellites, et même si l'espace est très très grand, il y a quand même un risque de collision, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et les débris créent d'autres débris parce qu'ils vont eux-mêmes heurter d'autres satellites, etc. Donc ça fait une réaction en chaîne. Donc oui, c'est un vrai questionnement, à tel point que si effectivement ce syndrome se déclenche, eh bien on ne pourra même plus traverser cette couche, ou avec beaucoup de risques, si vous voulez. Si on veut lancer un satellite au-dessus, parce que là les satellites de Starlink sont très bas, ils sont à 500 km d'altitude, si on veut aller mettre un satellite au-dessus, il va falloir, entre guillemets, viser entre les gouttes. Les lanceurs vont même devoir sans doute acquérir des nouvelles fonctions pour être sûr de ne pas heurter un débris. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sociétal déjà, mais c'est aussi un sujet pour l'espace, pour la survie du spatial. Donc c'est un vrai sujet qui est vraiment pris en compte aujourd'hui à tous les niveaux. Voilà, donc on sait techniquement aller chercher des satellites qui sont en fin de vie pour éviter qu'ils fassent des débris. Ça coûte un petit peu cher et la question c'est qui va payer. Pour ce qui est de la constellation de Starlink, je ne sais pas comment il va gérer ça, mais il faut vraiment éviter que ça fasse des débris parce que c'est une réaction en chaîne et qui va être très très préjudiciable à l'ensemble de l'écosystème spatial. Merci Frédéric Adragna, responsable du programme Connect by SNES. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF. Retrouvez tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message host-read ou encore contenu sponsorisé.
Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.